Et désolée pour le petit Mhm. retard. Ah, bonjour Rose, ben, parfait, tu nous rejoins juste à temps. Donc, hop là. Donc, tu nous rejoins juste à temps. Est-ce que je vous entends? Est-ce que tu nous entends, Rose? Oui, enfin toi Parfait. je t'entends. Les autres, je ne sais pas encore s'ils nous vont parler, mais toi je t'entends. Ok, très bien. Donc, nous nous retrouvons avec les derniers auteurs de Nuit de Bretagne. Donc, après avoir présenté Quentin Fourreau, Louise Sbretana et l'illustratrice Claire Tardieu. Nous avons aujourd'hui Camille Salomon, Séverin Foucault, Morwen Albévillon et Rose Morvan qui sont tous quatre là des auteurs. Donc je vous demanderai un peu de vous présenter chacun un tour de rôle. On commence par toi Camille. Est-ce que tu nous entends Camille? Je crois qu'elle ne nous entend pas, donc on va commencer par Séverin. Ah. Donc, bonsoir. Donc, moi, c'est Séverin Foucault. J'habite au Havre. Et à la base, j'ai une formation horticole, donc rien à voir avec la littérature. Et ensuite, du coup, maintenant, depuis quelques années, je travaille en bibliothèque en tant qu'agent bibliothécaire. J'ai commencé à écrire il y a 5-6 ans maintenant. Et du coup, là, je connais ma deuxième publication suite à l'an passé aux Encres Noires, le festival du polar au Havre. Voilà. Merci. Morwena. Moi, je m'appelle Morwen Albévillon. J'habite à Amsterdam, mais je suis née et j'ai grandi en Bretagne. Je suis traductrice et j'écris depuis très longtemps. Et voilà. Et donc Rose. Oui, bonsoir. Alors, je suis désolée pour le retard, c'était de ma faute. Alors, moi, j'habite à Paris, mais j'ai des ascendances bretonnes puisque mon père était 100% breton et que ma famille, du côté paternel, remonte au moins en Bretagne au XVIIe siècle. Voilà. Pour le reste, moi, j'ai une formation littéraire, j'en ai même fait mon métier. Et j'écris depuis très très longtemps aussi, mais je publie en réalité depuis 2014 et j'ai 12 ou 13 publications sur le marché actuellement. Et d'ailleurs, j'ai commis un forfait, c'est-à-dire que j'ai écrit aussi un recueil de 2 légendes bretonnes. Voilà. Donc, je baigne vraiment dans la Bretagne, même si je n'y habite pas et même si je n'y suis pas née. Voilà. Très bien. Donc on a perdu malheureusement Camille entre-temps, donc j'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Un petit problème de connexion, donc on va faire au mieux. On va faire au mieux malgré ce petit incident. Donc voilà, nous avons, on peut dire, 3 auteurs qui sont en tout cas, et bon, 4 auteurs avec Camille qui sont en tout cas déjà confirmés. Et je pourrais un peu, l'appel à texte Nuit de Bretagne, savoir un petit peu ce qui vous a motivé à y participer, si vous connaissiez les éditions Luciférine avant. Enfin, voilà, ce que vous pourriez en dire. À toi, Séverin, d'abord. Donc, pour la Bretagne, oui, j'ai oublié d'énoncer. J'ai une sœur qui habite en Bretagne et qui habite dans le Morbihan exactement, à la Trinité-sur-Zur. Et c'était une maison familiale du coup qui était de ma grand-mère avant. Ensuite, pour l'appel à texte, pour le coup, moi je connaissais déjà les Luciférines via un ami qui a été édité chez vous aux anthologies, Michael Feugret, qui m'a dit le plus grand bien de ces éditions et il m'a poussé régulièrement à participer aux appels à texte. Chose que j'ai fait du coup l'an passé. Oui. Donc oui, Michael Feugret qui était sur Maison Hantée, Sombre Félin pour rappeler. C'est ça, je crois que c'était Chatterton Blues et Candon Spunk, si je me souviens bien. C'est ça. Et pour le coup, voilà, il m'a poussé à participer aux appels à texte de votre maison d'édition. Et l'an passé, j'ai participé à celle des démons japonais sur les yokai. Je n'ai pas été retenu, mais apparemment, je n'étais pas très loin. Et voilà. C'était une nouvelle un peu coup de cœur, mais voilà, qui n'a pas pu passer sur ce soir. Mais... Le fait que sur un mois, je m'étais documenté sur un mois et tout, c'était un peu trop court en fait. Oui.
Et elle n'était pas tout à fait finie. Merci. Et donc, oui, à partir de là, enfin, je connaissais les Korrigans, donc moi j'ai fait ma nouvelle sur les Korrigans, bon Dieu de les tourner. Et je me suis tourné vers eux parce que je trouvais que le petit côté espiègle, bienveillant, malveillant, j'aimais bien on va dire ce trait de caractère qui nous ressemble un petit peu, enfin qui ressemble aux humains. Merci, c'est vrai. On va parler des Korrigans juste après. Déjà, on présente un peu donc les motivations, on va dire, pour l'appel à texte. Donc, on va aller vers Morwena. Oui, alors moi, je connaissais les éditions Luciférine parce que j'avais déjà vu passer quelques appels à texte, mais à chaque fois un peu trop tard pour participer, ou alors j'avais pas d'idée qui me paraissait assez intéressante. Et quand j'ai vu passer donc l'appel à texte pour des nouvelles horrifiques sur le thème de la Bretagne, moi c'était parfait parce que j'adore tout ce qui est horrifique, donc j'avais très très envie de me lancer et d'essayer. Donc voilà. C'est vraiment ce qui m'a poussée. Je me suis dit, cette fois, il faut essayer. Merci. Et Rose? Alors, je ne connaissais pas du tout les éditions Luciférine. D'ailleurs, je ne lis pas et je n'écris pas dans les genres qu'elle propose. Voilà, donc je préfère le dire honnêtement. Mais bon, je ne suis pas évidemment fermée aux découvertes. Et en fait, j'ai eu connaissance de cet appel à texte par le biais du groupe qui s'appelle Le Coin des appels à texte. Voilà, donc ça arrive régulièrement sur mon fil d'actualité. Et j'ai vu Nuit de Bretagne, donc j'ai cliqué, j'ai regardé un petit peu les modalités, ce qu'il fallait faire. Alors j'avoue que moi, je ne suis pas très habituée au terme horrifique. Je suis plutôt habituée au terme fantastique. Donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. On verra bien, ça passe ou ça casse, peu importe. Je me suis dit, tiens, tentons l'affaire puisque ça parle de Bretagne. Et je me suis dit que c'était l'occasion, là encore, de chanter mon amour pour la Bretagne qui est aussi présente dans mes autres écrits. Voilà. D'ailleurs, c'est assez étonnant que tu sois pas habituée à l'horreur parce que justement, ta nouvelle a une très belle esthétique sombre. C'est aussi pour ça qu'on l'avait retenue. Donc, je l'apprends aussi et c'est avec surprise. Et puis, belle performance du coup. Ce que je connais du fantastique, moi, c'est le fantastique du 19e siècle avec Gautier, Maupassant, entre autres. Camille, tu m'entends? De l'appel à texte. Alors, moi, l'appel à texte, je l'ai trouvé sur la page des éditions Luciférine. Je suis déjà depuis un petit moment. J'avais participé aussi à l'appel à texte des démons japonais. Donc, je n'avais pas été retenue sur celui-ci, mais j'attendais le prochain avec impatience. Et le prochain, c'était sur la Bretagne, donc ça a été assez évident aussi d'y participer. C'est bon, Barbara? Et on a fait aussi une présentation de chacun. Alors, je ne sais pas si tu veux le faire. Voilà ce qu'on fait. Rapidement. Donc, moi, je suis... Nos racines bretonnes. Nos racines bretonnes. Donc, moi, j'habite à Binic. Donc, j'habite à Binic sur la côte bretonne, donc originaire de Barbara, tu nous entends? Barbara. Ça n'arrête pas de se relancer sans arrêt, donc c'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Normalement, c'est pas censé être instable comme ça. Donc, on passe un peu aux créatures que vous abordez dans vos nouvelles. C'est vrai, donc tu avais un peu commencé de nous parler un peu des Korrigans. Donc, qu'est-ce que tu connais un petit peu de ce mythe et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce mythe? Alors en fait, je connaissais principalement de nom, mais je ne connaissais pas plus que ça. Donc je me suis vraiment documenté sur les Korrigans, on va dire. Et ce qui m'intéressait, c'était ce côté, je le disais tout à l'heure, le côté espiègle, bienveillant, malveillant, je trouve qu'il nous ressemble un petit peu, nous les humains. Et je trouvais que du coup, de faire une histoire, parce qu'en fait, oui, il y a cette histoire un petit peu guerre normand-breton dedans qui
qui, je trouve, qui s'adaptait bien avec ça. Enfin, ça reste une histoire assez farfelue, mais qui reste humoristique de toute façon. Oui, tout à fait. On avait un peu abordé d'ailleurs donc vendredi dernier cette nouvelle qui a un côté un peu plus, on va dire, plus effectivement humoristique, plus second degré que les autres, donc qui participe aussi à la variété du recueil. Et c'est vrai que donc Séverin a choisi d'aborder un peu cette rivalité sur les Normands et les Bretons. Donc c'était un thème que tu m'avais dit qui te tenait assez à cœur, on va dire. Donc d'aborder un peu ces petites, voilà, ces petites disputes entre régions. C'était pour moi aussi, enfin, une façon entre guillemets d'aborder un peu le racisme et un peu la bêtise de la peur de l'autre. Et je trouvais que c'était intéressant de parler de ça entre deux régions. D'ailleurs, elle existe vraiment, cette petite guerre entre guillemets. Il y a toujours eu des petites accroches. Et je trouvais que c'était bien de le faire avec de l'humour, et enfin un humour assez noir quand même, mais pour le coup. Est-ce qu'il y a des témoins donc, parmi les autres auteurs de cette rivalité normand-breton est-ce que vous la ressentez ou ça va de votre côté? Non, moi je en dire pas spécialement, pas par ici en tout cas. Du côté du Mont-Saint-Michel, peut-être. Là, ça va. Non, oui, non, mais après, ça reste. Enfin, c'est pas un ressenti que j'ai personnel, mais qu'on entend parler depuis longtemps, et l'histoire du Mont-Saint-Michel, bien sûr. Après, il y a beaucoup de Bretons au Havre. Enfin, il y a même un quartier breton, d'ailleurs. Donc. Ouais, c'est des cultures après qui sont assez proches. C'est vrai que sur l'anthologie, effectivement, certains se disaient que on aurait pu rassembler la Normandie et la Bretagne. Après, je pense quand même qu'historiquement, c'est deux régions qui ont leurs propres différences. Mais c'est des régions qui sont aussi proches et qui s'aiment et qui sont je pense qu'ils s'aiment plus qu'autre chose quand même, malgré tout. C'est pour ça que je l'ai situé aussi au XVIIIe siècle, hein, ma nouvelle. Oui. Donc, oui, voilà. Donc, on a plusieurs nouvelles, effectivement, qui se passent justement à des temps un peu reculés. C'est le cas aussi de Rose. Je crois que tu situes ta nouvelle au XIXe siècle, c'est bien ça? Oui, plus ou moins. Je ne l'ai pas expressément daté, mais on peut dire effectivement que c'est à peu près dans cette période-là où superstition et religion se mélangent allègrement pour, moi, me permettre de créer cette histoire. Voilà. Ouais. Alors, donc, tu as abordé l'aventure de nuit. Oui, alors je vais expliquer, c'est tout simple. Donc on ne pouvait pas prendre l'en-coup, puis de toute façon, j'en avais pas envie parce que je me suis dit que c'était quand même un thème très attendu. Et puis pour les Corrigans, c'était pareil. Je me suis dit, d'autres vont certainement utiliser ce motif. Donc je me cache pas, Google est mon ami. Donc je suis allée voir les personnages mythologiques de la Bretagne. Moi, j'avais déjà travaillé sur le motif de la fée, donc la Morgane. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et puis, le thème de la lavandière m'a attirée plus que d'autres parce que ce thème-là se décline suivant les régions en plusieurs motifs. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas copier non plus ce qui est dans les régions. Je vais faire quelque chose à ma sauce. Donc, j'ai mélangé des choses, notamment donc le sang, etc. Donc ça, c'est un motif qui revient dans les légendes, mais donc celui-là, je l'ai conservé. J'en ai ajouté un autre que je vais taire ce soir, puisque c'est un élément important de l'histoire. Et j'ai surtout voulu transformer ce conte. Donc là, il y a vraiment une grande part toute personnelle. Je n'ai pas copié de conte préexistant. Et j'ai voulu faire de ce conte un conte initiatique sur la transgression de l'interdit. Voilà. Et donc sur le secret aussi. Alors, après, je suis très gênée d'en parler plus, sinon je vais me trahir et développer. Mais en tout cas, ma perspective, c'est celle-là, c'est la transgression de l'interdit par une adolescente. Voilà. De toute façon, c'est très ancré dans le thème justement de la créature de la lavandière de la nuit, qui, pour revenir un peu sur cette légende, c'est un esprit de femme qui a transgressé l'interdit, notamment celui de travailler pendant les jours fériés. Oui, mais ça, c'est pas le mien.
Voilà, c'est pas celui-là, mais il y en a plusieurs. Enfin, autre chose, parce que justement, je ne voulais pas que des gens qui aiment la Bretagne se retrouvent avec quelque chose qu'ils connaissent déjà. Oui, Donc, bien sûr. Je suis vraiment partie sur autre chose, mais avec ce motif central de la lavandière de la nuit, absolument. Voilà. Donc, c'est pour parler un petit peu de ce qu'est la légende, aussi plus communément. Oui, donc, et puis faire une réécriture un peu plus personnelle, justement, pour montrer qu'on peut broder sur un thème et puis aller sur d'autres transverses, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais faire. De toute façon, c'est un thème assez large, hein, globalement. C'est des femmes maudites pour des raisons variées, un peu selon les légendes, selon les régions. Parfois, c'est juste parce qu'elles sont, on va dire, de mauvaise vie, parce qu'elles ont été mal enterrées. Enfin, il y a plein de raisons. Il y avait plein de motifs, et donc moi, j'ai ajouté le mien. Peut-être qu'un jour, il sera dans la page Wikipédia, je ne sais pas. On ne sait jamais. En tout cas, chacun son interprétation, et c'est ce qui rend la nouvelle intéressante, c'est de découvrir un petit peu le mystère autour de ce personnage. Oui. Dans les esprits un peu, on va dire, maudits, on a aussi donc Yanning Anaod avec Morwenna le Bévillon. Donc là, on est aussi dans un personnage qu'on va dire qu'il n'est pas bon de rencontrer. Si tu peux nous en dire un petit peu plus, Morwenna. Alors, donc c'est le Yanning Anaod, c'est un esprit de marin qui est mort en mer, ou des noyés généralement, et qu'on ne retrouve pas et qui n'ont pas été, qui n'ont du coup pas été enterrés. Et donc leurs esprits sont condamnés à errer sur les rivages, et donc c'est des créatures au final qu'on retrouve. Donc ça, c'est la version bretonne des créatures qu'on trouve un peu dans tous les folklores, qui sont les appeleurs. Donc c'est des créatures qui appellent les gens, et si on leur répond, attaquent. Donc je me suis inspirée donc de cette créature parce que je voulais à la fois le concept en fait de la créature à qui on répond m'intéressait beaucoup, à savoir pourquoi est-ce qu'on répond alors qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. Et parce qu'il y avait aussi un côté assez, un peu pour revenir au côté éducatif du conte populaire, qui était de prévenir un peu, particulièrement les enfants, des dangers de la nuit et de ne pas répondre aux inconnus, par exemple. Et aussi, je voulais quelque chose qui soit en rapport avec la thématique de la mer et des dangers de la mer. Moi, je suis aussi de la région de Saint-Brieuc, enfin, je suis de Saint-Brieuc d'ailleurs. Et donc, j'ai voulu placer mon histoire dans une des villes de la baie de Saint-Brieuc où justement, effectivement, la plage est omniprésente et a quelque chose d'assez... Elle peut être très, très agitée et assez inquiétante, particulièrement l'hiver. Merci Morwenna. Et donc Camille, c'est plus un personnage en fait qui marque un peu, on va dire, la région bretonne. Enfin, on m'a dit qu'elle était assez connue en Bretagne apparemment, qui est la sorcière Naya. Moi, je ne connaissais pas, mais apparemment, c'est un personnage assez emblématique. En fait, je ne connaissais pas non plus jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Je suis allée l'automne dernier à Questembert, pays de Questembert, en week-end avec la famille. Donc, on a découvert la région. Il y a plein de petits coins que je ne connaissais pas, malgré que je ne sois pas très loin. Et on a été à Rochefort-en-Terre. C'était sur le trajet. Donc, on a été à Rochefort et c'est vrai qu'on est tombé amoureux de cette ville-là. C'est magnifique. Pourtant, c'était un week-end du 1er novembre, donc tout est fermé, mais ça avait un côté un petit peu assez bucolique, assez mélancolique aussi. Tout était gris, mais gris, c'était très beau. Donc, on est arrivé sur la place, il y avait ce puits, il y avait ce château, on était à l'entrée de ce parc et puis c'était vraiment magnifique. Et c'est en allant au niveau de ce château-là et de ce parc-là qu'on a vu le musée, le Naya Museum. Donc, je me suis demandé c'était quoi le Naya Museum. Donc, c'est un musée d'art, tout simplement. Et ils ont donné le nom de Naya à cause de cette sorcière-là. Et donc, ce week-end-là, il y avait quand même une librairie d'ouverte dans laquelle je me suis empressée d'aller. Et j'ai trouvé plein de petits romans jeunesse, de petites choses sur la sorcière Naya, que je ne connaissais pas. Donc, j'en ai acheté plusieurs parce que ça me titillait un peu. J'aime bien les histoires de sorcières. Et dans la foulée, il y a eu cet appel à texte-là sur la Bretagne, sur un personnage mythique peu connu. Donc, je me suis dit, Naya, la sorcière, quoi. Son histoire m'a vraiment parlé et c'était l'occasion d'en parler un petit peu à ma sauce aussi. Hein. Il y a des choses inventées, d'autres qui sont tirées de faits réels, mais c'était l'occasion de mettre en avant une sorcière bretonne.
Et qu'est-ce qui t'a marqué en particulier dans cette histoire justement de cette sorcière donc, qui a existé, enfin en tout cas c'est un Qui a personnage. existé, oui, entre guillemets. Bah, le fait que justement elle soit beaucoup aimée. C'est ça, moi, qui m'a surpris, c'est que c'est un personnage emblématique de cette région-là, mais parce que les gens, autrefois, donc on est début 20e, fin 19e, parce que les gens l'ont vraiment beaucoup aimée. Donc elle a marqué des esprits pour sa bienveillance, pour la charité dont elle faisait preuve malgré sa grande pauvreté. C'était une vieille dame comme si elle avait toujours été là, qui était là pour la population, pour aider tant bien que mal comme elle pouvait. Elle était très pauvre. Et donc, du coup, elle a attiré la curiosité. Elle vivait un peu comme nos SDF aujourd'hui. Elle vivait aux abords de ce château-là, donc vraiment à l'extérieur. Elle n'avait pas de toit au-dessus de sa tête. Et les gens lui donnaient à manger, les gens lui donnaient à boire, étaient là. Et puis, il y avait cet échange. Et donc, elle est devenue ce personnage mythique que les journalistes de l'époque dont ils ont parlé. Et donc, c'est pour ça, moi, que ça m'a touchée, en fait. Son histoire m'a touchée. Est-ce que vous connaissiez, vous, Sévera, Morwena ou Rose, Naya, cette sorcière? Non, je ne connaissais pas. Non, pas du tout. Donc là, ça a vraiment été la rencontre du hasard. Voilà. Je ne la connaissais pas en non effet. Et par rapport à des créatures justement bretonnes, donc on a 6, on va croiser 6 légendes, 6 créatures ou personnages emblématiques de la région. Est-ce que il y en avait d'autres avec lesquels vous avez pu hésiter, des personnages que vous auriez aimé voir aborder, par exemple, d'autres créatures du folklore de Bretagne? Moi particulièrement non, j'ai vraiment ciblé directement les Korrigan, mais les Korrigans. Non, moi, j'étais contente de trouver les Korrigans parce que c'est un univers que j'aime bien aussi, que j'aurais pas abordé parce que j'aurais peut-être pas trop su comment l'aborder, mais pour le coup, j'étais contente de retrouver celui-là. Oui, sympa, inattendu. J'ai foncé tout de suite sur les lavandières. J'ai pas cherché autre chose. Ça m'a inspiré tout de suite. Donc, le reste des personnages mythologiques celtes, je les ai mis de côté. J'ai foncé là-dessus, d'autant qu'après, il me restait pas trop de temps pour envoyer le texte, pour l'écrire, surtout. Et puis, j'étais en fin de date, de délai, donc j'ai pas non plus trop tergiversé pour choisir le thème central de mon histoire. Moi, avant de savoir que, en fait, j'avais mal compris l'appel à texte au début et j'avais commencé par écrire quelque chose sur le Val sans retour, qui est donc du coup qui est bien situé en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, côté Tré-Orantac, mais qui est pour le coup plutôt une légende arthurienne. Et du coup, j'avais commencé à écrire quelque chose là-dessus. C'est un lieu où en fait la fée Morgane emmène son amant parce qu'elle se rend compte qu'il la trompe et du coup en fait l'amant est bloqué là pour toujours et elle amène tous les couples infidèles, enfin tous les hommes infidèles qui vont là-bas restent bloqués là-bas pour toujours et leur fantôme reste là-bas. Alors c'est vrai que pour le coup, on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas dans la sélection de nouvelles qui se passent dans la forêt de Brocéliande à proprement parler, donc c'est vrai que ça aurait pu être un lieu attendu. Donc on a d'autres lieux à la place, mais oui, voilà, ça aurait pu aussi être des mythes de la forêt de Brocéliande. Et à savoir aussi, en parlant de mythes celtes, que justement, j'ai vu que la lavandière de nuit était inspirée apparemment du personnage de Morrigan à la base. Donc, d'une scène où elle laverait justement ses vêtements dans l'eau avec le sang, donc la déesse guerrière. Et c'est un peu comme avec l'Ankou, on est dans des appropriations de mythes celtes qui ont été repris après dans une version plus religieuse et plus chrétienne. Enfin, comme on avait parlé à la précédente émission, on a beaucoup de mythes qui se croisent entre les Celtes et les chrétiens avec la Bretagne. Et c'est ce qui rend aussi cette région assez fascinante et qui fait qu'ils ont un peu des mythes propres. Donc, le diable est souvent là dans les histoires bretonnes aussi. Hein. Donc, le bien et le mal se combattent très souvent dans la mythologie bretonne, comme dans d'autres d'ailleurs. Hein. Ça, c'est un fondement de l'humanité, je pense.
Voilà, c'est ça. On a beaucoup, en fait, justement, donc on a d'un côté un peu par exemple, les Korrigans qui sont vraiment propres, on va dire, à cette culture héritée un peu païenne, héritée de la culture celtique. On a des personnages qui sont ni bons ni mauvais, enfin, qui sont on va dire, le petit peuple un peu espiègle. Et d'un côté, on a effectivement les mythes qui ont été mélangés avec justement un côté plus moral, plus entre la morale chrétienne, le diable, et on a ce mélange effectivement qui est intéressant et qui fait aussi le charme, on va dire, de l'anthologie. D'ailleurs, l'anthologie que j'ai reçue hier, donc je vous la montre, elle est là, donc prête à arriver chez vous. Donc elle est on peut toujours la commander hein, sur le site des éditions. Avec toujours l'offre. Hein. De toute façon, je laisse encore l'EPUB offert avec l'anthologie parce que c'est toujours assez compliqué avec la poste. Hein. Les délais sont bien d'une semaine, donc je vais les envoyer au fur et à mesure. Donc on espère que les premiers arriveront chez vous la semaine prochaine. En tout cas, il y en aura un peu qui vont partir tous les jours, donc n'hésitez pas à venir sur notre site, à regarder un petit peu. Et on se retrouvera aussi pour d'autres lives autour des démons japonais et aussi de la Belle Époque sur lequel il y a un appel à texte en cours en ce moment. Donc suivez bien notre actualité. Merci d'avoir été là. Merci à Séverin, Morwena, Rose et Camille d'avoir été là. Désolée pour les petits problèmes de connexion. Heureusement, tout s'est arrangé finalement et on a pu continuer. C'est ça qui fait le charme aussi. Sereinement. Voilà. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Merci à toi. Merci à toi et puis à vous autres plaisir aussi. De se retrouver pour d'autres lives, pour d'autres salons quand on pourra en faire à nouveau. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne lecture.